Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Une bonne dose tous les jours pour faire partir le docteur. Alors seulement si c'est de la confiture de pomme Exactement. et qu'elle est pas trop sucrée. Sinon diabète. Même pour la confiture de pomme, je pense diabète. Ouais, c'est possible. Et carie. Donc ça fait plutôt venir le Le docteur. On est docteur. subventionné par l'Association française des orthodontistes Exactement. Et on a été reconnu par l'Agence française des bucco-dentaires, donc comme, comme dans de, toutes les pubs. de podcasts d'utilité publique. Bref, tout cela est faux. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par parler de Shaka Zulu, Mhm. qui rappellera beaucoup de choses à tous les joueurs de Civilisation. Et ensuite, eh bien, on essaiera de franchir les portes du paradis. Ça fait très film français, hein, les Portes du Paradis. Je ne sais pas du tout, parce que c'est Guillaume qui va parler des Portes du Paradis. Je ne sais pas, Avec Guillaume Canet et Karine Viard. sûrement. Quelque chose comme ça. Bref, c'est moi qui commence donc en vous parlant de Shaka Zulu. Parce qu'il y a quelques temps sur le Discord de Podcut, qu'on vous enjoint à rejoindre, hein, pour nous Oui, parler directement. Un célèbre inconnu qui est auditeur de la confiture et amateur de jeux de stratégie vidéoludique, donc tu l'as dit, Civilisation, nous a demandé de faire un sujet sur Shaka Zulu, qui est le leader de la nation Zoulou, qui est une des civilisations qu'on peut jouer donc dans ces jeux assez formidables. donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, venez nous parler. Comme ça, vous pouvez faire directement vos, Vos vos courses. demandes vos courses de confiture. Vous avez un sujet dont vous aimeriez savoir de quoi ça parle vraiment? Demandez-nous, on fait les recherches à votre place. Ça ne marche pas pour le bac par contre. Bon, en même temps, il n'y a plus le bac. Ils vont les... Non, oui, maintenant c'est un grand oral. Voilà. On fera pas le grand oral à votre place. Bref, Civilisation, personnellement, moi, depuis la fin des années 90 et Civilisation 2, je souffre d'une grave addiction à On ce appelle jeu. juste un tour. Voilà. Allez, encore un tour. Ah, c'est le dernier. Non, mais j'ai besoin de savoir. Mais là, je peux fièrement affirmer que j'ai 296 jours d'abstinence, plus ou moins. D'accord, sur toutes les civilisations. Oui, 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 oui. Depuis que j'ai gagné en divinité sur Civilisation 6 avec Rome, je me suis dit que il fallait arrêter. Et attendre le 7. Voilà. Bref, comme beaucoup de joueurs de Civilisation, on connaît le nom Shaka Zulu. On se dit que le Zimbabwe est une ville, et Sûrement. parce que c'est la capitale des D'accord. Zoulous, dans Civilisation 2 en tout cas. Dans Civilisation 6, c'est dans une extension que j'avais pas. Donc voilà, j'ai pas pu jouer. On va reparler du Zimbabwe. Mais bon, à part ça, enfin, moi personnellement, je savais pas grand-chose sur Shaka Zulu. Même sur les autres Zoulous en général. Non, c'est vrai. Si, sur la Zulu Nation, mais ça n'a rien à voir, c'est du hip-hop. Bref, les désirs de nos auditeurs étant désordre, j'ai donc appris plein de trucs sur Shaka. Et en premier lieu, qu'il n'a pas construit la grande bibliothèque. D'accord. Rien à voir. Non, les joueurs de Civilisation 2 sauront de quoi je parle, parce que c'est la merveille la plus pratique. Bref, pour commencer, un peu de contexte. Avant l'avènement de Shaka, donc au 19e siècle, Shaka Zulu en gros. D'ailleurs, grande bibliothèque qui n'a pas vraiment brûlé. Ah ouais. On pourra en reparler un jour. Non, non, elle est tombée à l'abandon. En fait, c'est une annexe qui servait d'endroit pour stocker les bouquins qui a brûlé, mais sous les Romains. Oui, Bon, c'était... c'est juste qu'à un moment, on a oublié qu'à Alexandrie, il y avait des bouquins. Et c'est tombé un peu en décrépitude, mais Enfin, des bref. bouquins, des rouleaux de parchemin, quoi. Oui, Même, du à l'époque. papyrus. Ouais, en plus. Donc avant l'avènement de Shaka, les Zoulous, en fait, c'est un clan mineur qui a été fondé en 1709 par le fils d'un chef Nguni, qui a préféré se barrer et fonder son propre clan plutôt que de prêter allégeance à son frangin, D'accord. En 1709. en 1709. D'accord. Parce que donc, les Zoulous font partie des peuples Nguni, qui est une plus grande Ethnie. Oui. ethnie, ouais. En fait, donc les peuples Nguni, traditionnellement, vivent en clans, Mhm. qui occupent un village, généralement. Et parfois, quand ils se séparent un petit peu trop, la langue varie un petit peu. Mais les Zoulous sont des Nguni. Et c'est des clans patrilinéaires, bon, bah, comme des clans écossais, quoi, si tu veux, D'accord. plus ou moins. Mais, Ils ont aussi leur couleur de kilt et tout. alors oui, ils ont des couleurs de bouclier, des trucs comme ça. Mais comme ils vivent dans une région, donc l'Afrique australe, Mhm. l'Afrique du Sud,
principalement, mais un peu le reste de l'Afrique australe, qui est une région qui n'est pas hyper densément peuplée. C'est traditionnel que quand un type ait envie d'être chef alors qu'il n'est pas le premier dans la ligne de succession, plutôt que de tuer son frangin, il se barre avec sa femme et ses enfants et puis ils fondent un autre Il clan. va fonder son village, quoi. Ouais. Voilà, un peu plus loin. Les Nguni, donc, c'est un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs qui, vraisemblablement, ont immigré de la région des Grands Lacs vers donc l'Afrique australe aux alentours de 800 après Jésus-Christ. Je dis vraisemblablement parce que tout ça, c'est pas hyper sûr, vu qu'ils n'écrivent pas leur histoire. D'accord. Et que donc, bon, on a des restes archéologiques, mais voilà, on remonte un petit peu en pointillé, quoi. Les Nguni font eux-mêmes partie des peuples bantous, c'est-à-dire parlent une langue bantoue, enfin, donc dont la langue a une même origine qui est la langue bantoue. Et les bantous, tout commence au néolithique. Ah, J'ai pu le placer. Période à laquelle ils quittent le Cameroun et le Nigeria, en gros, enfin, une région un peu par là, pour s'étendre, émigrer vers l'Afrique centrale et donc ensuite l'Afrique australe. ok, d'accord. Plus ou moins pour les mêmes raisons, hein, parce que... alors au début, au néolithique, c'est parce qu'ils font de l'agriculture, pas vraiment. Mais ils ont un peu du bétail, et donc ils suivent le bétail, en fait. Ils font de l'élevage, oui. D'accord. Et donc comme ça, bah, ils égrènent un petit peu partout. Par endroits, ils assimilent les autres peuples qui vivent, et donc la culture se transforme un petit peu, la langue se transforme un petit peu, parce qu'ils ont assimilé d'autres gens. Mais donc, c'est plutôt des gens qui ont l'air pacifiques, comme ça. Oui, oui, surtout que on le verra plus tard, il y a quand même un peu des conflits entre les clans, mais que alors en Afrique australe, en tout cas chez les Nguni, donc au XVIIIe siècle et avant, les conflits entre les clans c'est un peu ritualisé, c'est pas des guerres totales où tout le monde meurt, quoi. Et comme il y a de la place, de toute façon, il y a toujours la solution de se barrer Oui, c'est ça. et d'aller un peu plus loin. Bon, ça veut dire quand même tout recommencer à zéro. Mais bon, Oui, mais alors, les Nguni, ils ont des villages qui sont... c'est des petits villages, quoi. Et c'est d'accord. pas des grosses constructions incroyables. Ouais, il n'y a pas Notre-Dame Non, voilà, il faut pas déplacer Notre-Dame, ça va. pour reparler de merveilles. Ouais. Cela dit, les peuples bantous, donc ils ont égrené un petit peu partout. Les Congos, par exemple, les Congos, qui ont régné au Congo, Oui, ouais, qui ont, jusqu'à Léopold. voilà, qui ont créé un royaume là-bas, ce sont des peuples bantous. Les Shonnas aussi, qui Les ont... Jonas Brothers. Les Shonnas ou les Shona, je ne suis pas sûr. Je vais écorcher beaucoup de noms, hein, Excusez-nous, excusez-nous. Michona. Voilà. Eux aussi ont créé un royaume centralisé. Et eux, par exemple, ont créé une grosse ville, le Grand Zimbabwe, qui est D'accord. une des merveilles de Civilisation 6, d'ailleurs, dont on a retrouvé les ruines dans le Zimbabwe, ce qui est maintenant un pays, qui est donc une grosse ville en dur avec des murailles, des tours. Ça, c'est pas une ville que tu déplaces comme ça facilement, qui a été florissante entre le 11e et le 15e siècle. Ils ont commercé, on a retrouvé là-bas des pièces et des objets venant d'Arabie, de Perse, d'Inde, de Chine. C'est un grand centre de commerce du coin et qui a été abandonné a priori donc au 15e siècle parce que, comme souvent dans l'histoire, en fait, quand tu as une grosse concentration de population au même endroit, bah, il faut beaucoup d'agriculture. Oui, Du coup, tu dégrades les sols. À un moment donné, les sols fournissent moins, ils ne veulent plus. Ouais. ils veulent plus. Et puis surtout, t'enlèves plein d'arbres, enfin, tu déforestes beaucoup, et ça crée un changement climatique. Et d'un endroit accueillant, on passe à un endroit aride. Oui, enfin après, c'est là qu'on fait la guerre en général. Voilà. Bon, bah, eux, ils ont abandonné leur ville. On ne sait pas vraiment de ce qui s'est passé, mais c'est un processus qu'on a déjà vu sur l'île de Pâques, dans le Croissant Fertile. Il y a plein d'endroits comme ça qui ont été Au Sri abandonnés Lanka aussi, oui. pour ces raisons. Bref. Revenons aux Nguni et aux Zoulous. À l'époque où se passe notre histoire, c'est-à-dire à la fin du 18e, toute fin du 18e et début du 19e, les Européens sont implantés en Afrique depuis 2 ou 3 siècles, on en a déjà parlé, surtout sur la côte ouest. Et en Afrique du Sud, c'est les Hollandais qui se sont installés les premiers sur la péninsule du Cap, à côté du Cap de Bonne-Espérance donc, en 1652. À la base, ce qui deviendra la ville du Cap, Cape Town, c'est qu'une station de rafraîchissement pour les navires qui font la route entre la Hollande et les Indes orientales. Parce que c'est à peu près au milieu, et puis qu'il Il faut une escale.
faut une escale, notamment parce que beaucoup de mecs qui meurent du scorbut. Et que Avant donc, qu'on invente le citron. voilà. Et donc, c'est cool de pouvoir s'arrêter à cet endroit-là. Donc, au début, donc, c'est la Compagnie des Indes orientales hollandaises qui gère la colonie. Il y a presque personne. C'est complètement privé. C'est une station-service. Ouais, c'est vraiment une station-service. Cela dit, 25 ans plus tard, aux alentours de 1679, la compagnie se dit qu'on pourrait peut-être envoyer des mecs pour exploiter cet endroit. Ouais. Ce Maintenant que c'est à terrain. nous. Maintenant qu'on a décidé que c'était à nous. Donc ça devient une colonie de peuplement. Et il y a des colons qui débarquent, donc de Hollande surtout, mais Oui. aussi d'Allemagne, de France. Il y a des protestants français, des huguenots. Oui, on en avait parlé Oui. quand on avait parlé de notre célèbre espion dont le nom m'échappe. Mais Ouais. Et donc les colons, ils s'étendent parce qu'ils veulent cultiver des terres. Les Français veulent cultiver du vin, parce que c'est ce qu'on sait faire. voilà, c'est pour ça qu'on les a fait venir aussi, qu'on les a acceptés. Ils hésitaient entre ça et du pâté. Ils en ont sûrement fait du pâté de zèbre. Oui, j'imagine. C'est sûrement très bon. Et donc, la colonie s'étend sur des terres qui, en fait, appartiennent déjà à des gens. Enfin, appartiennent. En tout cas, sont la terre d'origine Montrez-nous les titres. d'une peuplade, en l'occurrence les Khoikhoi. En fait, les Khoikhoi, ils étaient déjà sur la péninsule du Cap où se sont installés les Hollandais, mais ils ont été décimés par la variole. Alors, a priori, pas fait exprès. Hein. C'est pas les couvertures à la variole Oui. comme en Amérique. Mais bon. Pas de bol. Pas de bol, ils connaissaient pas cette maladie. Ils sont morts. Au point que les colons, ils ont un peu oublié qu'il y avait des gens avant qu'ils arrivent. Et que donc, quand ils croisent les Khoikhoi, ils font « Oh là là, arrêtez de venir chez nous, là !» Et donc, il y a une petite incompréhension. Sur à qui appartient la Terre, les Européens ou les gens qui vivent depuis des milliers d'années. Voilà. Non, mais alors, ça a duré vachement longtemps, cette histoire, parce que pendant l'apartheid, les Afrikaans disaient « Non, mais non, c'est nous qui avons cultivé cette terre en premier. » Et les descendants des Khoikhoi ont fait « T'es sûr? Vraiment? Parce que t'es quand même très blanc hein pour vivre en Afrique. » Bref, les colons s'approprient les terres des Khoikhoi, qui sont soit repoussés un petit peu vers le nord, soit réduits en esclavage, hein, parce que c'est comme pas les colons qui vont faire le sale boulot. À un moment, il faut des gens pour laborer aussi. Voilà. Au début, ils ont même ramené des esclaves de Madagascar et d'Indonésie, parce qu'ils étaient là, non, faut pas travailler tout seul. Hein. Ça, par contre, la Compagnie des Indes, vous vous arrangez comme vous voulez. Mais des Chinois aussi, vous nous trouvez à un moment, il me semble. Des Indiens, ouais, plus tard. Des Indiens, ouais. Et on va y foutre des camps de concentration. Enfin bref, l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est... Ouais, c'est gore, mais ça, c'est vachement plus tard. Non, alors l'avantage quand même que les Khoikhoi ont par rapport aux autres peuples qui ont été victimes de l'esclavage, c'est qu'ils ne sont pas déplacés, cela dit, et que donc... Ils sont morts sur place. Bon. Non, mais ils ne sont pas envoyés à l'autre bout du monde. Du coup, quand ils sont libérés, parce que ça arrive quand même de temps en temps, ils peuvent retourner dans leur village ou s'intégrer à la colonie parce qu'il semblerait qu'au début, il n'y a pas de discrimination. À partir du moment où tu es libre, que tu sois blanc ou noir, c'est pareil. Oui, bah oui. Du mal à y croire, mais bon, c'est ce que... Hommes, femmes, on voit que des colons ici. Il n'y a pas, pas de discrimination de genre, de race ou même de classe. Non, du tout. Bah si, il y a quand même les esclaves et les autres, quoi. Oui. Ouais, et puis il y a les gens de la Compagnie des Indes et les autres. Mais bon, ça c'est purement administratif. Bref. Et puis au sein de la Compagnie des Indes, j'imagine que tu as des grades. Sûrement. Cela dit, au début du 19e siècle, à la faveur de la banqueroute, en fait, de la Compagnie des Indes hollandaise et des guerres napoléoniennes, la colonie du Cap passe sous contrôle anglais. Oui. Alors bon, ça fait un petit aller-retour, mais en gros, c'est les Anglais qui dirigent. Et ça radicalise encore un peu plus les Boers. Oui. Donc les fermiers. Les fermiers hollandais. Alors je sais que ça se prononce pas Boers, on en a déjà parlé. Oui. Mais comme j'écorche déjà une tripotée de noms africains et que je vais en écorcher plein d'autres, je me dis que... Tu te diras pas bourg. Et... Non, je me dis que c'est justice en fait d'écorcher aussi des noms européens. Allez, écorchons. Donc on va dire Boers. On va se rappeler de nos amis assyriens. Et on va écorcher dans tous les sens. On va écorcher beaucoup. Donc les Boers, ils se radicalisent sous le contrôle anglais, parce que déjà, à la base, ils n'avaient pas vraiment apprécié que la Compagnie des Indes hollandaises leur dise de jouer la prudence avec les locaux et de ne pas prendre n'importe quelle terre non plus, parce qu'ils n'étaient pas vraiment chez eux et que c'est pas eux qui allaient se battre, il fallait envoyer des soldats, c'est relou. Donc quand les Anglais leur disent la même chose, hein, plus ou moins, attention, il y a des gens qui vivent ici, ils n'acceptent pas vraiment ça. Et même avant l'arrivée des Anglais, ils ont déjà fait 3 guerres avec les Xhosas. Xhosa, encore une fois, pardon à eux, je ne sais pas comment ça se prononce.
qui sont un peuple Nguni aussi, qui vivait plus dans le sud de l'Afrique du Sud, proche de la colonie du Cap. Donc, bon, alors, 3 guerres, faut le dire vite, hein, c'est quand même pas des milliers d'hommes Ouais, qui c'est pas se... Verdun Non. tous les jours. Non, parce que les Boers, ils sont quelques milliers à tout péter, et donc là, c'est des escarmouches, quoi. Mais qui durent quelques mois, quoi, le temps que... Ouais, et qui anéantissent une civilisation. Ah non, 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 à ce moment-là, pas encore. L'Exosas, ils sont pas. Ah oui, ils sont pas en grande forme maintenant, mais à ce moment-là, pas encore. À ce moment-là, c'est D'accord. vraiment de l'escarmouche, de bon, cette rivière, elle appartient à nous, elle appartient à vous. Bon, en même temps, on s'en fout un peu parce qu'il n'y a rien aux alentours. Ok, d'accord. À la naissance de Chaka en 1787, donc, la pression des Boers au sud et des Portugais au nord, parce que les Portugais sont au Mozambique. Oui. Et alors, les Portugais, ils n'ont pas de Boers, par contre, ils font bien du trafic d'esclaves et d'ivoire. Ce qui, un peu comme on en a parlé donc, en Afrique de l'Ouest, perturbe un peu tout le coin, hein, Oui. parce que c'est pas top. Donc la pression de ces deux empires coloniaux modifie pas mal la structure sociale des peuples Nguni. Parce que les clans traditionnels qui jusqu'à présent, quand c'était un peu le bordel, pouvaient se barrer, maintenant ils peuvent plus trop. Ben non, puisque maintenant il y a des gens qui ont des titres de propriété. Voilà. Ou des gens qui veulent te réduire en esclavage. Donc, ça favorise la création de groupements, de clans, d'entités plus importantes, notamment l'Empire ou la Fédération, c'est selon. En anglais, c'est l'Empire, en français, c'est la Fédération. Tais-toi, et la nation Ndwandwe, qui sont donc des rassemblements de clans, quoi. Et les Zoulous, le clan Zoulou appartient à la Fédération Mtetwa. Encore une fois, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais voilà. Alors, ils se rassemblent, les clans, pour se protéger, hein, parce que l'union fait la force quand même. Oui. Et puis, pour profiter un petit peu plus du trafic d'ivoire et d'or, parce qu'il y a de l'or quand même beaucoup en Et Afrique du Sud. éventuellement de l'esclavage de leurs voisins ou... Alors, apparemment pas trop, D'accord. quand même pas. Entre Nguni, ils se réduisent pas en esclavage. Non, ça a l'air d'être surtout l'ivoire. Ok. Ça rapporte, et donc, plus t'as de clans avec toi, plus t'as de manœuvres hein, pour Oui. aller buter Plutôt des éléphants. d'éléphants. Ouais. Voilà, c'est facile. C'est donc dans ce contexte que Chaka naît en 1787, je l'ai dit, de son nom complet Chaka Kasenza Gakona, puisqu'il est le fils de Senza Ngakona, Kajama, lui-même fils donc de Jama, enfin bref, Oui. comme dans beaucoup de langues, c'est comme ça que ça se passe. Senza Ngakona étant le chef du clan Zulu. Ok. Donc Chaka, c'est le fils du chef et de Nandi Kabebe, princesse du clan Longeni. Alors princesse, fille du chef, quoi. Oui. D'un autre clan, donc. Donc, Comme il naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. ouais, alors plus ou moins. Parce que, donc je l'ai dit, ils gardent pas de traces écrites, les Zoulous, de leur histoire. Enfin, en tout cas à l'époque. Et donc, les circonstances de sa naissance sont un petit peu floues. Mais en gros, selon la tradition orale, Nandi, donc la mère, serait tombée enceinte avant d'avoir convolé en juste noces avec Senza. Et ça a posé plusieurs problèmes. D'abord à la famille de Nandi, qui trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Hein, vous avez défloré ma fille, tout ça, tout ça. Enfin, bon, c'est un peu partout pareil, le patriarcat. Et puis, à la base, ils voulaient forger une alliance quand même. Hein. C'est pour ça qu'on se marie entre prince et princesse. Et puis, ça pose problème aux autres femmes de Senza, qui est donc polygame, qui voient pas d'un très bon œil un nouveau prétendant à la succession qui arrive comme ça, en dehors des liens du mariage. Bon, ça fait un concurrent de plus, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est la problématique du harem. Voilà. C'est qu'il faut réussir à placer son fils. Parce que malheureusement, souvent, c'est des fils. Ah oui, oui, là, Parce en que... l'occurrence, c'est comme très patrilinéaire, hein, tout ça. Ouais, et parce que à partir du moment où tu as un harem, tu te dis que les femmes sont pas au top de leur égalité. Ouais. Elles vont pas gouverner. Cela dit, c'est le même problème aussi que les bâtards royaux Oui, en oui, bien Europe. sûr. Les lieux et les époques changent, mais les problèmes des nobles restent les mêmes. Oui. Hein. Toujours est-il, Senza, qui est quand même un grand gentleman, va prétendre d'abord que sa royale maîtresse n'est pas enceinte, mais atteinte et porteuse d'un parasite intestinal. Elle a bien mangé. Elle a un vers solitaire. Bon, donc, du coup... Bref, parasite intestinal qui, en langue zoulou, se dit Mchaka. Quand le subterfuge arrête de fonctionner, parce qu'elle perd les os, et donc donne naissance à un enfant, l'enfant hérite du nom du parasite, Chaka. Alors ça, c'est un peu de la légende. Hein, Oui, j'imagine. Mais... Pas bien sûr que ça soit vraiment le cas. Mais l'histoire est belle. Mais l'histoire est pas mal. Bon.
Dans sa petite enfance, Shaka, donc, qui est considéré comme un bâtard, doit supporter les brimades de ses belles-mères et de ses demi-frères et sœurs qui l'aiment pas. Du coup, Moi, j'imagine que tout le monde se bat un peu entre eux pour savoir qui sera le chef, de toute façon. un peu. Hein, c'est quand même la place du successeur que tout le monde veut. Et il n'est pas vraiment aidé par sa mère Nandi, alors qu'il veut bien faire pour son fils, mais qui est une peau de vache, apparemment. Elle est un peu caractérielle. Et quand Shaka a 7 ans, lui et sa mère s'enfuient ou sont bannis, selon les versions, parce que Nandi aurait baffé un des lieutenants de Senza, qui lui aurait mal parlé. Bon, bref, ils s'en vont. Il faut savoir se faire respecter. Voilà, c'est une femme de caractère. Et ils vont se réfugier chez les Langeni, donc la famille de Nandi. Sauf que là-bas, le petit Shaka, il n'est pas beaucoup mieux accueilli, parce que ça reste un bâtard. Et donc, il se fait brimer aussi par les enfants de son âge, qui, selon certaines versions, encore une fois, lui donnent le surnom de Petite Bite. Voilà, ce qui en dit long quand même sur la fragilité masculine. Oui. Surtout si c'est des enfants de 7 ans. Voilà. Bref, il semblerait en fait tout ça pour dire que l'enfance de Shaka a pas dû être super. Oui, et qui devait avoir des problèmes de confiance en soi C'est possible, qui s'est fait et un des peu... choses à se prouver à lui-même. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il s'est fait un peu bully. Donc il achète un pick-up, Mais des cornes sur le dos. une grosse moto. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il est encore jeune, il n'a pas passé sa puberté. Alors, avant sa puberté, Nandi, pour protéger un petit peu son fils et ses intérêts personnels, va à nouveau changer de clan et se réfugier chez les Mtétois, dont elle va épouser un dignitaire. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était le fils du chef ou un truc comme ça, mais bref. Il change encore une fois de clan. Et là, Shaka atteint la puberté et passe d'enfant brimé à colosse, d'1,90 m, sans un pet de gras, paraît-il, et particulièrement doué à la bagarre et à la guerre de manière générale. Et donc, il rentre dans l'armée du chef des Mtétois, un certain Dingi Swayo. Et puis, en fait, comme il est vraiment très fort à ce jeu-là, très vite, il va devenir un des principaux généraux de l'armée de Dingi Swayo. Et puis, en 1816, Senza, le père de Shaka, meurt. Comme le clan Zulu est un des vassals de la fédération Mtétois et donc de Dingi Swayo, celui-ci se dit on va renforcer un petit peu l'alliance, je vais mettre mon général à la place de son père défunt, malgré le fait qu'il y a déjà eu un successeur. Oui. Bon. Mais apparemment, d'après ce que tu dis, quand il arrive sur place, bon, les gens disent ouais, ok. Surtout que là, il arrive avec un régiment, du coup. Ouais. Et que donc, il bute son demi-frère, qui avait pris la place du chef. Et apparemment, le coup d'État passe assez bien. Parce que les Zoulous font ouais, Bon, écoute, t'as l'air plus fort. t'as l'air plus fort, t'as l'air d'être un bon chef, puis t'as quand même une grosse armée avec toi, donc ok, cool. Et donc, c'est comme ça que Shaka devient chef du clan Zoulou, et donc Shaka Zoulou. Mais il est toujours au service de Dingi Swayo. Jusqu'en 1818, date à laquelle Dingi Swayo est assassiné par Zwide, qui est le leader de la nation Ndwandwe, dont j'ai déjà parlé. Oui. Donc le rival, un petit peu, dans la région. D'où vient sa mère? Non, sa mère, elle vient des Langeni, un petit clan. Oui, mais c'est pas un petit clan des Ndandwe? Non. Non. Ok. Non, les Langeni, On mettra un truc. Ouais, je sais pas trop. C'est un peu compliqué en même temps. Oui. Oui, non. Parce que tout ça, on parle d'une région qui n'est pas non plus immense, hein, Oui. mais où il y a beaucoup de clans. Bon, bref. Non, les Ndwandwe, c'est l'autre plus grosse entité, l'autre rassemblement de clans qui est rival des Mtétois. Donc Dingi Swayo meurt, et Shaka, qui est général et chef des Zoulous, dit à la fédération Mtétois, écoutez, moi je veux bien rendre service, vous avez besoin d'un chef, je peux bien être chef. Si vous avez besoin. Si vous avez besoin. Hein. Et puis bon, comme il est quand même vraiment très fort en tant que général et que son armée est quand même son régiment est hyper fidèle, tout le monde dit ouais, ok, d'accord. Vas-y. On va faire comme ça, Shaka, tu vas être le chef. Ce qui fait qu'il va fusionner les clans Zoulous avec les autres clans Mtétois, ce qui se fait pas normalement dans la tradition, mais là il dit écoutez, maintenant comme c'est moi le chef, vous êtes tous des Zoulous. Et si vous n'êtes pas d'accord... Venez me le dire. Voilà, venez me le dire de très près. Et donc, il prend la tête de cette nouvelle force pour aller faire manger ses dents à Zwidéen, quand même, parce que l'idée, c'est de se venger, quoi.
Mais donc, avant d'aller au contact, il va réformer un petit peu l'organisation militaire et sociale de son clan. Je l'ai dit un petit peu au début, avant l'avènement de Shaka, les guerres entre les clans Nguni, c'est un peu ritualisé. C'est-à-dire que les guerriers, c'est une classe spéciale. Comme il y a des classes de mages et de voleurs. C'est ça. Non, mais ils font un peu les chasseurs aussi, mais sinon, ils ne travaillent pas au champ, des choses comme ça. Et ils sont armés principalement de saguets, des sortes de javelots, donc ils lancent, hein, et de boucliers légers et des petites massues pour le corps à corps au cas où. Mais en gros, les affrontements, c'est les deux camps se mettent face à face, ils lancent leurs saguets, et puis celui qui a le plus de morts, il fuit, quoi. L'idée, c'est pas d'anéantir tout le monde. Chacun, il va remplacer ça. Parce qu'il aime anéantir. Bah, il a de l'ambition. Et puis, il n'est pas con non plus. Il a vu ce que font les Européens, par exemple. Puis il se dit, c'est pas mal. Donc, il va remplacer les saguets par des Icklois, des lances qui sont un peu plus lourdes, avec une grande lame, un petit peu comme les pilums de l'armée romaine. D'accord. Donc, des lances qui, par définition, ne se lancent pas. Oui. Et puis, il va faire agrandir les boucliers, ce qui fait que ces armées vont quand même vastement ressembler à des légions romaines. Et que, comme les légions romaines, elles sont ultra efficaces. Il va aussi rendre le service militaire obligatoire, former des régiments par classe d'âge, avec des entraînements spécifiques et des exercices de team building, des danses rituelles et tout. Ils ont Lego. des Lego. Ils ont des boucliers de la même couleur, ils font des trucs entre eux et tout, ce qui renforce la cohérence voilà. des régiments. Mais du coup, il abolit la classe des guerriers. Oui, c'est-à-dire que tout le monde est guerrier. Tout le monde est multiclassé. Tous les hommes en âge de se battre doivent se battre. Et puis, il change un petit peu le mot d'ordre des affrontements. C'est-à-dire qu'on arrête avec le machin codifié et puis, ok, c'est bon, vous avez perdu. Maintenant, on passe à pas de prisonniers, pas de quartier. Une bataille, elle est finie quand tous les autres sont morts. Ou qu'on n'en trouve plus à tuer. Voilà. Alors, du coup, il a une nouvelle armée qui est un peu plus puissante, puis qui est hyper motivée. Les autres clans qui doutaient un peu de la fédération MT-Toi, qui étaient là genre, oui, là, ils doutent plus. Ils disent, ok, d'accord, on y va. Ça sert à rien de se battre. Et puis, on veut bien devenir Zoulou, finalement. Oui, c'est un nom. C'est hein. un nom. Ça change pas grand-chose. Et puis, d'ailleurs, on a un peu regardé, on a un peu parlé avec les anciens. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des liens de parenté. Mais bon, c'est ce que c'est, les vieux, ils oublient des trucs. Bon. Voilà, mais on a trouvé un aïeul. Voilà, on a un aïeul commun, donc c'est bon. Finalement, on était Zoulou depuis le départ. Voilà. Hein, on va blâmer ça sur les anciens, parce que finalement, ils sont bons qu'à bitcher sur les jeunes qui écoutent de la musique de Zoulou, quoi. Exactement. Voilà. Bref. Donc, il a affermi son pouvoir, Shaka, sur la fédération MT-Toi, qui donc maintenant est le royaume Zoulou. Et il se tourne vers Zouidé et la nation Ndwandwe, qui va systématiquement écraser. Voilà, pas de Parce quartier. que, en plus de ces petits changements-là, il se trouve que Shaka Zulu est un très bon général. Et qui va utiliser une tactique, qu'il aurait inventée ou récupérée, la tactique de la tête de buffle. Alors, la tactique de la tête de buffle, c'est en gros, tu divises ton armée en 4 corps, la tête, les cornes et la poitrine. D'accord. La tête, elle est formée par les vétérans, les plus solides, qui en fait vont être en première ligne et ont pour fonction de fixer l'armée adverse. Pendant que les cornes se déploient sur les côtés, parce qu'ils sont formés des plus jeunes et des plus mobiles, se déploient sur les côtés pour aller enfermer, en fait, entourer. Ouais, pour faire une prise de flanc, voire de dos. Voilà. Histoire que l'armée adverse soit prise dans un piège et puisse se faire massacrer tranquillement, pendant que la poitrine sert d'arrière-garde et des coups en regardant. Et de relève pour la tête, au cas où ils se mettent à faiblir un petit peu. Ça marche très bien. Surtout quand tu te bats contre des armées qui n'ont pas de cavalerie et pas vraiment d'armes à distance. Oui. Enfin, ils n'ont pas d'artillerie, c'est sûr, mais ils n'ont même pas d'arc, puisqu'en fait, c'est des saguets, quoi. Par exemple, il y a une des grandes batailles entre Zouidé et Shaka Zulu, où Shaka Zulu est en haut d'une colline. Et donc, les saguets, il y en a quelques-uns qui ont le bras fort, mais sinon, ça ne marche pas très bien. En 2 ans, donc, Zouidé et les Ndwandwe se font annihiler et Shaka peut donc se tourner vers ses autres voisins et leur dire salut. Hello. Comment ça se passe? Alors, les clans Nguni, du coup, sur lesquels il jette son dévolu, ils ont 3 solutions. L'assimilation dans le royaume Zoulou, ce qui implique la conscription quand même.
Oui. Bon, faut le vouloir. La fuite, ce qui implique de se frotter aux Européens, au Ouais, nord et au sud, ou à d'autres peuples qui sont là, genre, les gars, Les gars, c'est chez nous. c'est chez nous quand même, hein, qu'est-ce que vous faites? Ou la défaite, enfin l'affrontement Oui, la militaire guerre. et donc la défaite, Et donc la mort. voilà. Auquel cas, tout le clan est massacré, sauf les femmes jeunes qui sont données aux vétérans de l'armée et les enfants qui sont intégrés dans l'armée pour servir de support logistique. C'est eux qui trimballent la bouffe, quoi, en gros. Avant qu'ils soient en âge De trimballer, manger la bouffe. de manger la bouffe et d'avoir des lances. Grâce à cette stratégie, le territoire contrôlé par Shaka quand même passe de 100 km² au début, c'est-à-dire le territoire du clan Zoulou avant que Ouais. chacun en prenne la tête, à 300 000 km². Ah, quand même. Ouais. C'est-à-dire toute la région du Natal maintenant en Afrique du Sud et ses environs. Et son armée va compter jusqu'à 100 000 hommes. Oui, ça commence à faire une belle force. Oui, oui, oui. Ouais, dans la région, c'est quand même le plus fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'empire de Shaka, enfin le royaume de Shaka, souffre un peu des mêmes problèmes que l'on a déjà vus dans les empires à l'extension un peu trop rapide. Pense à Tamerlan, par exemple. Oui. C'est que, d'abord, il faut la ravitailler, l'armée. Et ça mange. Ça mange une armée, surtout qu'elle bouge vite apparemment. Alors, encore une fois, ça c'est un petit peu flou, mais apparemment, il leur fait faire des entraînements de marathoniens. Et ces régiments seraient capables de parcourir 80 km par jour, à pied. Ah oui, avec leur barda. Enfin, leur barda, tu vas me dire si c'est un bouclier et des. Ouais, c'est un bouclier et une lance. Bon, donc ça veut dire que les enfants qui portent la bouffe. Ouais, alors, sauf que 80 km par jour, c'est quand même énorme. Ouais. Ça veut dire que tu cours toute la journée. Alors même juste avec un bouclier et une lance, c'est quand même voilà, un bouclier et une lance. Ça, on pense que c'est un peu exagéré. Mais a priori, ils sont quand même très mobiles et très forts. Mais donc, problème d'approvisionnement parce que les clans qui fuient, ils n'ont pas la gentillesse de laisser leur bétail et leurs provisions derrière eux. Hein. Donc, tu arrives sur des endroits où il n'y a rien. Et comme tu intègres tous les hommes valides dans l'armée, Faut les nourrir aussi. et puis surtout, il y a moins de monde pour s'occuper des champs et du bétail. Oui. Donc, bon, petit problème de ce côté-là. Et ensuite, la discipline dans une armée pareille et la loyauté des clans conquis, bon, elle s'entretient surtout par la violence, hein, on va pas se mentir, et les exécutions arbitraires. Ce qui pose quelques problèmes au bout d'un moment. Bah, Bon. ça marche, mais pas longtemps. Ouais, voilà, après, rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est comme Oui. ça dans beaucoup d'armées, dans beaucoup d'endroits et de périodes dans le monde. Sauf que, je l'ai déjà dit, on est dans une région de l'Afrique où la densité de population n'est pas immense. Et donc, il y a un ou deux, alors je n'ai pas bien compris si les deux étaient vraiment généraux de chacun ou s'il y en a un qui était un général de Zouidé qui après a dit oui, oui, je suis avec toi. Et puis, Oui, enfin, je suis avec toi et on verra. ouais, et on verra. Toujours est-il, il y a un ou deux généraux de chacun qui, plutôt que de continuer à supporter les brimades et puis le risque de se faire condamner à mort pour pas grand-chose, décident de prendre leur régiment puis d'aller leur fonder leur propre royaume un peu plus loin. À la mode du coin, finalement. Oui, un peu comme à la mode ancestrale des clans, sauf que cette fois-ci, ils ont un régiment et que c'est plus un royaume qu'ils fondent. Donc au Mozambique ou au Zimbabwe, par exemple, au nord, ou dans le Transvaal au sud. Alors le royaume dans le Transvaal, il va se choper les Boers après un peu plus tard, mais bon, ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque. Tout ça, ça rend Chaka un petit peu paranoïaque. Cela dit, il a raison d'être paranoïaque parce qu'a priori, on a tenté de l'assassiner plusieurs fois. Ce qui n'aide pas à en faire un souverain magnanime. Et à limiter le nombre des exécutions arbitraires. Un mec paranoïaque qui règne par la peur. Bon. Je vois pas ce qui peut mal tourner. L'histoire nous prouve que ça a vachement bien marché, souvent. Et puis, en octobre 1827, Nandi, donc la mère de Chaka, Oui. meurt de dysenterie. Et Chaka prouve, encore une fois, si c'était nécessaire, qu'on peut être un conquérant sanguinaire et un fils à maman. Mais avoir un cœur qui passe Voilà. sous le sang des autres. Parce qu'il est dévasté de la mort de Nandi. Et donc, il va ordonner que tout son royaume Meurt. respecte le rite de deuil traditionnel zoulou qui interdit de planter des cultures, de consommer du lait et de faire du sexe, même entre époux, mais pendant 1 an. Alors, on se doute que le rite traditionnel zoulou, c'est pas pendant 1 an, parce que sinon, il n'y en aura pas eu beaucoup des zoulous, parce que les gens meurent, hein, ça arrive Oui. à tout le monde. Si tu plantes pas, à chaque fois que quelqu'un meurt, si tu plantes pas de culture pendant 1 an,
Bon, Ouais, tu ah peux pas bah, te nourrir à un moment donné. Les contrevenants, enfin les gens qui ne veulent pas respecter ce rite, étant mis à mort. Bon, comme ça. Ça aide à ce que le rite soit respecté. du coup, il y a plus de gens qui ont des raisons d'être en deuil. Oui. Tu vois. Bon, on n'est pas bien sûr à quel point il a vraiment mis ça à exécution ou pas, Shaka Zulu. Il semblerait qu'il y a un de ses généraux à un moment donné qui a dit mec, non, c'est bête. On est en train de se suicider, là. Voilà, on va pas le faire. Et que Shaka Zulu lui a dit ouais, d'accord, c'est pas faux. Toujours est-il, selon certains articles, quand même, il y aurait eu 7000 exécutions arbitraires pendant Ah cette oui. période. Alors, période qui va durer en fait moins d'un an, parce que l'année suivante, en 1828, en profitant du fait que l'armée Zoulou est en opération dans le nord, Shaka se fait assassiner dans sa capitale par deux de ses demi-frères, Dingane et Mlangana, qui vont se débarrasser du corps vite fait bien fait en l'emmurant dans un grenier et en disant non, non, il n'y a rien à voir, laissez tomber. Il a dû tomber. Enfin, on sait pas Non, où non, il... même pas. On sait pas où il est passé. Il est disparu. Et donc, Dingane reprend le trône après avoir assassiné son autre demi-frère. Parce que, Oui. À un moment, il y a un trône, hein. voilà, je veux dire. Et puis, il fait une purge aussi dans l'armée. Parce que, bon, ça se fait quoi. Dingane, il va diriger les Zoulous jusqu'en 1838, année pendant laquelle il va commencer. Alors, d'abord, il va massacrer les Voortrekkers, donc les Boers qui participent au Grand Trek. Ouais. Le Grand Trek, en gros, c'est les Boers qui veulent échapper au totalitarisme des Anglais, qui, entre autres, veulent interdire l'esclavage. Ouais. Et là, les Boers se disent ah non, c'est trop. Ah non, non, faut Ça, pas déconner. ça c'est la dictature. Si on peut même plus réduire en esclavage les gens, c'est plus possible, on se barre. Et puis bon, regardez, ils sont pas tout à fait comme nous, quoi. Ouais, les Boers, c'est quand même. Ouais. Ouais. Ouais, C'est c'est ultra violent, hein, le l'idéologie. mépris, ouais, Ouais, en matière de suprémacisme blanc, ouais, ils sont assez hauts. ouais, c'est vraiment ultra violent. Bref, donc au début, ils se font un petit peu massacrer par les Zoulous de Dingane. Et puis en décembre 1838, une armée de 15 000 Zoulous s'attaque à un convoi de 800 Boers et se font défoncer. Il y a quand même 3 000 morts côté Zoulou, alors que côté Boers, il y a moins d'une dizaine de blessés. Bah, parce que là, le côté de Légion romaine, c'est cool, mais quand en face, t'as des flingues. Voilà, en face, t'as des fusils et des canons et des mecs qui ont fait un cercle avec leur chariot et qui disent bah non. Donc là, Dingane, bah, il est un peu humilié, du coup il s'enfuit. Mpande, un autre demi-frère de Shaka et donc de Dingane, récupère le trône, notamment en négociant la paix avec les Boers en disant ok c'est cool, on arrête. Bon, puis on organise une nouvelle purge, hein, parce que Oui, bah, quand tu changes de souverain, c'est normal, voilà. à un moment. Mpande régnera jusqu'en 1878, mais en pratique c'est son fils, Setsoyo, qui va exercer le pouvoir à partir de 1856. Et en 1879, quand Setsoyo est souverain lui-même, parce que son père est mort, de vieillesse, hein, pas fait assassiner, il va mener les Zoulous dans la résistance à l'envahisseur anglais, parce que là, il y a un moment donné où les Anglais ils disent bah, nous aussi, on va Oui. juste prendre la terre et puis on va vous envoyer une armée. Montre-moi ton titre de propriété. Voilà. Il va commencer par leur infliger une des plus grandes défaites de l'entreprise coloniale anglaise à la bataille d'Isandlwana, Après, où ils ont gare. ouais, ils en gardent, c'est ça. Où 20 000 Zoulous vont éradiquer une armée de 1700 Anglais. Enfin, genre, ils en laissent, il y en a 200, je crois, qui survivent, des Anglais. Alors qu'ils ont toujours pas de fusil, hein, les Zoulous. Oui. Ils y vont toujours avec les cornes de buffle, tout ça. Hein. Mais bon, du coup, les Anglais sont un peu vexés, vont envoyer tout ce qu'ils ont, puis bon, bah, Oui, ça ils va vont, raser. ouais, ils vont éradiquer l'armée Zoulou, ils vont exiler Setsoyo, et ensuite, ils vont nommer des roitelets Zoulous, ils vont diviser en fait le royaume pour mieux régner. Oui. Et puis c'est la fin un petit peu de la puissance Zoulou dans la région. La figure de Shaka sera reprise après au XXe siècle par les militants anti-apartheid en disant regardez, nous aussi C'est on la peut être résistance, fort oui. et on peut se diriger nous-mêmes. En réaction, le pouvoir en place va tout faire pour le faire passer pour un fou sanguinaire. Hein, parce que... Parce qu'il y avait un peu de matos, non, apparemment. Alors, bah, en fait, c'est ça le problème. Ils n'ont pas trop de mal à le faire passer pour un fou sanguinaire parce que ce qu'on sait de Shaka Zulu vient soit de la tradition orale des Zoulous. Or, Dingane, quand il a pris le pouvoir, Bah, bon, bah, en dehors de purger l'armée, il a aussi fait il tout a ce qu'il réécrit a pu. l'histoire, oui. Oui, voilà, pour souiller la mémoire de son prédécesseur. Il a notamment fait courir le bruit que Shaka aurait assassiné toutes les femmes qui seraient tombées enceintes de lui et qu'il aurait eu un harem de 1200 femmes, donc il aurait assassiné beaucoup de femmes.
et qui... C'est spécial comme méthode d'avortement. Ouais, c'est un peu... Il semblerait que ça soit surtout faux. Et qui leur a fait donc exécuter des milliers de Zoulous. Enfin bon, il le fait passer pour un fou sanguinaire. Hein. Et bizarrement pour un type qui ne couche pas avec les femmes. Un peu bizarre. Ouais. Mais bref. Il les met enceintes par la pensée. Ouais, on ne sait pas trop. Voilà. Ouais, jusqu'à la fin du XXe siècle, en fait, la seule source d'information côté européen, c'est les quelques colons britanniques qui ont eu vraiment des contacts avec Chaka. Parce que à un moment, son royaume a commencé à toucher les colonies anglaises, et Donc ils donc ont un peu discuté. voilà, on peut discuter. Et notamment deux explorateurs aventuriers anglais slash trafiquants d'esclaves, Henry Francis Finn et Nathaniel Isaac, qui eux ont vraiment rencontré Chaka pour de vrai. Enfin, ils sont même restés dans sa capitale pendant quelques temps. Les deux vont publier leur récit de voyage une fois de retour en Angleterre et vont se mettre d'accord au préalable pour faire passer Chaka pour un fou sanguinaire, histoire de booster les ventes. Ah bah oui, parce que ça fait plus aventurier. Bah oui, voilà. Mais genre, on a retrouvé une lettre de Isaac à Finn qui dit bon, t'es sur le point de publier, t'as fait ce qu'il faut. Hein, il faut qu'il soit le plus sanguinaire possible, hein, parce que sinon, on va rien vendre. Donc, c'est eux qui le font passer pour un génocidaire. Selon ces deux mecs-là, là, il aurait tué des millions de personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des millions de personnes à l'époque Oui, en fait, c'est dans la ça. région. Et ils prétendent qu'il a un dédoublement de la personnalité, qu'il fait exécuter des gens pour rien parce que la fourchette n'est pas assez à droite. Enfin bon. Tout ça, en Ouais. fait. Ouais, non, je sais pas si la fourchette est traditionnelle chez les Zoulous. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Tout ça fait que donc les historiens, pendant longtemps, vont faire de Chaka la principale cause du Mfekane, qui est la diaspora Nguni, qui a eu lieu à l'époque, et qui a profondément modifié l'équilibre ethnique de l'Afrique australe. Ça, c'est vrai, hein, c'est documenté. Mhm. Les clans Nguni, en fait, se sont barrés. Alors, si c'est un fait que Chaka a provoqué le départ d'un certain nombre de clans, notamment de ces deux généraux là, qui se sont barrés, en fait, le Mfekane, il est aussi lié à la pression des Européens au sud et au Mozambique, à l'esclavage. Hein, Oui, comme on en a déjà parlé en Afrique de l'Ouest, il y a un moment donné, les mecs qui se font rasier, ils se barrent. Hein. oui. Ils restent pas tous au même endroit. Voilà, pour pas se faire rasier. Et à une sécheresse qui a duré 10 ans au début du 19e siècle, et donc qui a forcé un petit peu les gens à bouger pour chercher des terres plus cultivables. Bref, tout ça pour dire que Chaka Zulu, c'était clairement pas un enfant de cœur, hein, mais que le côté fou sanguinaire, il est peut-être un petit peu inventé, hein, mais qu'en tout cas, il mérite sa place de dirigeant dans Civilisation. Il mérite sa place, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que, tu vois, le mot Zoulou est devenu un truc connu de tout le monde. Enfin, c'est une des... Mais je pense une- que c'est lié à la propagande du régime d'apartheid. d'apartheid ou des Anglais Ou des Anglais, oui. mais tu vois, parce que des tribus, enfin des noms de tribus ou d'ethnies africaines, on en C'est vrai qu'on ne connaît pas des masses. spontanément, tu vas dire quoi? Tu vas dire les Maasai, tu vas dire les Ouais, Pygmées, tu vas dire ouais, ouais, les Zoulous et les Bushmen. les Zoulous, les Bushmen, et tu vois, et pourtant les Zoulous, en fait, c'est quoi? C'est 50 ans, en fait. Ah bah, même pas, le règne de Chaka, c'est 13 ans, je crois. C'est Euh, 13 ans et et avec c'est les succès. quelques successeurs, et avant c'est un village, quoi. Mhm. Mais les deux bouquins là, des deux Anglais ont eu beaucoup de succès. Et ensuite, il y a eu des séries télé, des films sur Chaka Zulu. En fait, on a beaucoup utilisé le côté roi sanguinaire, conquérant incroyable. À une époque, on l'appelait le Napoléon noir, d'ailleurs, le Napoléon africain. Presque cannibale aussi, parfois. Ah oui, on l'a traité de cannibale, oui, ce qui a priori est complètement faux, parce qu'il n'y a pas de cannibalisme dans la région. Et, et ça me fait penser aussi un peu aux thugs, Oui, ouais, ce que tu nous avais raconté sur les thugs en Inde. une Euh, sorte de légende qui est devenue complètement hors de proportion et un imaginaire qu'on a aujourd'hui sur. Parce que je pense que quand on dit Zoulou, ça parle. Enfin, il y a des expressions françaises, alors je pense la que. musique de Zulu, ouais. Enfin, Ouais, moi, mon grand-père me disait que j'écoutais la musique de Zulu alors que j'écoutais du punk. Enfin bon. oui, et que la France a jamais vu. Enfin, il y a pas beaucoup de Français qui ont vu des Zoulous, en fait. A priori, non. Si, les Ah, Huguenots, ouais, les Huguenots, mais bon. qui parlent plus français depuis 1700, de toute façon. Mais ouais, on l'a surnommé le Napoléon africain. Je sais pas si ça insulte la mémoire de Chaka plus qu'autre Oui, chose. dans quel sens il faut le prendre. Ouais, voilà.
si c'est un compliment ou pas. Mais ouais, du coup, ça remet bien en perspective le personnage et surtout ouais, l'histoire de la région qu'on connaît Bah, qu'on très connaît peu. peu. Et moi, j'avais l'impression, parce qu'on disait empereur, donc dirigeant dans Civilisation, tu te dis, waouh, le royaume Zoulou, ça doit être immense. 300 000 km², c'est une fois et demie la France, hein, c'est pas non plus. Et puis quand tu dis empire, enfin, c'est pas le Reich millénaire, quoi. Non, C'est- ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Il y a des choses qui peuvent durer plus longtemps. Moi, je te propose d'aller vers l'intemporel, l'atemporel. Je te propose de pousser un peu les portes du paradis. Les vrais? Les vrais, pour voir ce qui se passe un peu derrière. Et spoiler, derrière, ça a l'air d'être assez calme, bien ordonné. Bah, Chaque chose à sa place. ouais, c'est le Mais paradis. ne nous avançons pas trop. Commençons par le début. Le début de notre histoire, donc, comme beaucoup d'histoires de paradis, hein, ça se passe au Texas. Moi, j'ai cru que tu allais me dire à la Genèse. Au néolithique. Non, non. Là, ça se passe au Texas, à Spur, pour être exact. Spur, Texas. Donc, c'est dans le nord du Texas. Tu vois, il y a une petite excroissance. C'est juste au sud de la petite excroissance du nord du Texas. Mais en soi, Spur, on s'en fout, hein. Enfin, voilà. Ça commence là-bas. Ouais, ça commence là-bas, 2000 habitants. Ah oui, une mégapole, quoi. Ouais, c'est ça. La ville en elle-même, rien de particulier. Ce qui nous intéresse, c'est l'enfant qu'elle verra naître le 17 mai 1931. Il s'agit de Marshall Applewhite. Marshall Earth Applewhite Jr., pour être précis. C'est un beau nom pour ce qui va sûrement devenir un gourou, je suppose. Mais comme son nom l'indique, c'est le fils de Marshall Earth Applewhite Sr., Mhm. parce que on comprend qu'ils aient tenu à perpétuer ce deuxième prénom assez éloquent. Ouais. Oh, bah, Applewhite, c'est pas mal. Oui, mais ça c'est le nom de famille. Bon. Oui, oui. Mais Earth, Ouais, moins. H-E-R-2-F. Ah Voilà. Écoute, c'est le diminutif de Earthcycle. Peut-être. Et son père, donc, est un pasteur presbytérien. Hmm, Voilà, un donc mec un bien, petit peu rigide. Les presbytériens, rigides. Oh. Donc avec sa famille, donc il a une sœur, il a un frère qui est malheureusement frappé d'un handicap mental. Mais avec sa famille, ils vont avoir une vie plutôt nomade parce que ils vont se déplacer avec le père de Spur vers le sud du Texas. Et en fait, tous les 2-3 ans, ils vont déménager après avoir fondé, construit, bâti une église locale, agrégé une communauté et puis ils se barrent. Ouais, ils font du. Ouais, ok. C'est un peu Ah, des missionnaires, quoi. ouais, c'est ça. Et apparemment, le père est à la fois hyper charismatique et très bon en organisation. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Et assez rapidement, en fait, quand il arrive quelque part, il est capable de construire une communauté de fidèles qui le suivent. Et sa mère, elle joue du piano et elle gère le chœur de l'église. Très bien, c'est une entreprise familiale qui doit bien marcher. C'est ça. Comme tu dis, une entreprise familiale à tel point que, assez naturellement, c'est la carrière de pasteur qui va attirer le jeune Marshall. Qui a peut-être pas trop le choix non plus. Si, plutôt. Parce que, bon, il va finir le lycée en 1948 à Corpus Christi. Il l'a bien nommé. Ouais. Et il va rejoindre le Austin College, donc toujours au Texas. Là, il va étudier la philosophie. Ah, donc il aurait pu devenir Bernard-Henri Lévy. C'est ça. C'est les premières bases pour aller vers la théologie en général après. Donc, il étudie la philosophie, mais il se consacre en parallèle à son autre passion, qui est la musique. Il va faire du rock chrétien. Alors, apparemment, il a une très belle voix de baryton. Et il adore la musique, notamment le Requiem de Brahms ou le Messie de Handel. Ouais, c'est moins rock'n'roll, quoi. C'est un peu moins rock'n'roll. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le héros de Marshall, alors d'après une interview de son colocataire de l'époque, c'est un prof de philosophie qui, en plus de lui faire découvrir Platon et John Locke, insiste beaucoup sur l'importance de la pensée critique, de penser par soi-même plutôt que de suivre le groupe. Ouais, un vrai Captain My Captain, quoi. Exactement. Donc il va être diplômé à Austin en 1952. Et logiquement, il s'enrôle au séminaire théologique de Virginie pour un programme de 3 ans qui va lui permettre d'avoir un vrai certificat de pasteur. C'est bien, à l'époque, t'es obligé de faire des études un petit peu, mais maintenant tu vas sur Internet pour être pasteur.
Bah, ça dépend de la dénomination, je pense. Ah ouais, pour être presbytérien. Oui. C'est ça. Il va faire un premier semestre, mais tu l'auras certainement deviné, l'appel de la musique se fait un peu trop pressant pour le Normal. jeune adulte. Et puis on est quoi, au milieu des années 50, c'est l'éclosion du Exactement. rock'n'roll. Et donc, il quitte le séminaire, ça va être hyper rock'n'roll. Et donc, pour assouvir sa passion, Marshall va déménager en Caroline du Nord, à côté de Charlotte. Donc là, rock'n'roll, il va retrouver un premier emploi à sa hauteur dans la musique. Il devient directeur de musique à la première église presbytérienne. Mhm. Voilà, bon, il se lance, quoi. Oui, oui, oui. Faut bien commencer quelque part. Exactement. Donc en plus de sa voix, il a lui aussi un certain charisme naturel qui est apprécié de tous. Là-bas, il va rencontrer et très vite épouser, parce qu'apparemment à l'époque on épouse très vite, une certaine Anne Pierce, à qui il fera 2 enfants, qui s'appellent Mark et Lane. Il faut pas vivre dans le péché. On Voilà, l'a vu, exactement. après ça fait des conquérants sanguinaires. Donc, Exactement, on ne voudrait pas de sanguinaires par chez nous. En 54, Marshall et sa famille doivent déménager pour l'Autriche. ok, doivent. Ben oui, parce que l'armée. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, il doit déménager en Autriche et à Salzbourg. Donc, il va effectuer son service militaire là-bas en tant qu'instructeur dans le corps des signaleurs. Mais bon, pour un amateur de musique, finalement, Salzbourg, c'est pas ce qu'il y a de pire comme endroit. Là, c'est pas de là que vient. Mozart. Pas. Oui, bon. Oui, bon, peut-être. Lui, d'accord. Non, j'allais dire un des deux autres dont tu as parlé tout à l'heure. Brahms et. Brahms et Handel, je t'avoue que je ne sais pas. Pour moi, Salzbourg, c'est Mozart, mais... Ce qui est déjà pas mal. Je veux dire, bon. Et ils vont rester 2 ans en Autriche. Donc, ils reviennent aux États-Unis. Le retour va leur permettre de continuer cette vie un peu nomade, comme il faisait avec son père. Il va d'abord travailler en tant que thérapeute dans un sanatorium de Boulder. Il en profite pour obtenir un master en musicologie. Logique. Et ensuite, il va travailler en tant que chanteur dans un temple de Houston, avant de partir à New York, Ah. pour tenter sa chance dans la chanson. Ah ouais, carrément, alors sur Broadway, quoi. Il passe Oui, du temple presbytérien à exactement. West Side Story, quoi. Bon, ça ne marche absolument pas. Et finalement, au début des années 60, le couple se pose dans l'Alabama et où lui va travailler en tant que professeur de musique et de musicologie à l'université d'Alabama. Ok. Bon, Sweet Home Alabama, tout ça. D'après les récits que j'ai pu lire, c'est un prof, encore une fois, très charismatique, très apprécié de ses élèves. Non seulement parce que c'est un bon chanteur, Mhm. c'est un bon musicien, mais c'est aussi donc, un professeur qui est doué, qui s'engage et qui est proche de ses élèves. Un peu trop proche. Alors, ouais, c'est ça, à tel point que ça va lui porter un peu préjudice, hein, puisque on sait bien que l'institution universitaire étant infiltrée par la frange islamo-gauchiste, bon, qu'on appelait encore communiste à l'époque, Oui, bon. pudiquement, on sait bien que cette institution aime à se vautrer dans la médiocrité, Et le stupre et et la donc, fornication. dès qu'une telle démonstration de compétence parmi le corps enseignant se fait remarquer, ça fait peur à tous les autres professeurs qui se disent il va falloir qu'on bosse plutôt que d'être en grève. Et donc en 1965, il va être contraint de changer d'employeur, l'université lui reprochant d'être un peu trop proche d'un de ses élèves. Ah, un Un. élève mâle. Oui. Ah oui, ça doit pas très bien passer en Alabama à l'époque. Non, Déjà ça, que maintenant. ça passe pas très très bien. Et l'institution universitaire, toujours pleine de vices, va parvenir même à semer le doute dans la tête de sa femme, qu'il quitte avec ses enfants, Ah, la même année. ah, Bon, ça va pas très bien pour notre John Marshall. ouais, le sort s'acharne. Le sort s'acharne. Et donc il va rebondir. Il va rebondir en retournant aux sources, au Texas, D'accord, plus que si. à Houston, où il va retrouver du travail en tant que professeur à l'université de Saint-Thomas. Là, il va reprendre un petit peu pied. Il est toujours très apprécié de ses élèves, qui admirent, d'après les biographes, aussi bien son style d'enseignement que son style vestimentaire. Ok. C'est une période où il est apparemment très flamboyant. Il va reprendre ses activités musicales, il va diriger le chœur de l'église épiscopale. Ah, il est plus presbytérien. Bon, j'imagine que pour le boulot, Ouais. ça peut se négocier. Mais il va aussi se produire sur la scène du Grand Opéra de Houston, Ah, fameux pour
Whitney Houston, sûrement. Même sa vie sentimentale va un peu mieux. Mm. Il arrive même à s'entendre un peu avec lui-même, même avec un peu avec sa sexualité, Ah, et il va commencer à l'afficher ouvertement. c'est les années 60, c'est la libération. C'est ça. Il va trouver à nouveau l'amour, mais c'est avec une jeune femme. Ah, Bon, le problème, c'est que sa réputation le précède un peu, et la famille de la jeune femme va mettre tout en œuvre pour détruire le couple. Et ce qu'ils vont réussir à faire. cool. Ils vont faire pression sur elle pour qu'elle arrête de le voir. Sympa. On est en 70, le coup est assez rude pour Marshall qui en fait se voit un peu renvoyer sa sexualité à la figure. Mhm. Et il y voit un peu quelque chose de pas très normal. Enfin, il a du mal à conjuguer ses pulsions et les exigences de la société, on va dire. Comme beaucoup, je suppose, à l'époque. Il va quitter l'université. Officiellement, il quitte l'université parce qu'il est en dépression. D'après certains auteurs, il semblerait qu'il ait encore eu une autre histoire de relation un peu proche avec un des élèves. Et que l'administration lui a dit, écoute. Mais là-dessus, moi, j'ai pas de... Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est une rumeur. C'est des spéculations de certains biographes et analystes de Marshall. Dépité, il se barre. Il va ouvrir un délicatessen au Nouveau-Mexique. Ah ouais. Ok, je vous emmerde, je vais vendre du pâté au Mexique. La satisfaction des clients est au rendez-vous, mais lui, ça lui plaît pas trop. Donc, il va retourner au Texas. Et en 71, son père meurt. Son père qu'il adorait. Depression intensifies. Là, il est un peu au fond du trou. Il a plus de boulot. Des dettes qui s'accumulent. Bref, tout va mal. Ouais. C'est à ce moment-là que sa vie va changer. Et grâce à une rencontre. Jésus. Pas tout à fait. Presque, mais pas tout à fait. Il va rencontrer Bonnie Nettles. Donc Bonnie Nettles, elle a quelques années de plus que lui. Elle a 4 ans même de plus que lui. Elle est infirmière. Mhm. Elle a une vie plutôt rangée. Elle est mariée à un homme d'affaires de Houston. Elle a 4 enfants. Et même si elle exerce une profession médicale, elle s'intéresse aussi à d'autres disciplines scientifiques, comme l'astrologie, la théosophie ou l'occulte. Ah oui. Oui, d'accord. C'est une mère de famille qui s'ennuie, quoi. Au début de l'année, un de ses conseils, une voyante, lui a même promis qu'elle rencontrerait un homme qui allait changer sa vie. Et la description de l'homme correspond en tout point à Marshall. C'est-à-dire qu'il a 2 bras, 2 jambes. Et qu'il est mystérieux. Bref, tout est fait pour que ça marche, c'est le destin. Ouais, bien sûr. Le destin est en marche. La façon dont les deux se rencontrent d'ailleurs reste assez mystérieuse. Marshall dira, lui, qu'il rendait visite à un ami malade quand elle est rentrée dans la pièce et que leurs yeux se sont trouvés directement et qu'ils ont chacun pu lire dans les yeux l'un de l'autre des secrets ésotériques qu'ils avaient en commun. Bien sûr. Bon, d'autres disent que Marshall, un peu prompt à l'exagération, en fait, l'a rencontré parce que un gamin dont il s'occupait au théâtre, juste en tant que professeur, s'est blessé. C'était un théâtre où bossait la fille de Bonnie. Bonnie est venue, bref. Bon, au final, ce qui est important, c'est le contact de deux formidables esprits. Quoi. Cette Voilà, c'est 2 âmes qui se retrouvent, quoi. collision de puissance psychique qui se passe parce que les deux vont assez vite s'entendre comme des larrons en foire, comme disent les jeunes. Au point que c'est à peu près évident pour tout le monde, et même pour moi, tu vois, qui juste lis les trucs, je me dis, bah oui, c'est évident, ils se sont déjà connus dans une vie antérieure. J'allais te le dire. Il n'y a pas vraiment d'autres explications. Hein. Bah non. Bonnie va même calculer un thème astral pour confirmer que, en fait, si elle est un peu la sagesse, Bien sûr. Marshall, lui, est la voix. Bah oui, voilà. VOX. Donc, ils se complètent complètement dans leur approche de l'occulte. Ils vont lire ensemble la Bible, bien sûr. Lui, il l'a peut-être déjà lu, quand même, après. Oui, mais bon, ça fait toujours du bien de relire la Bible ensemble. C'est vrai. Mais aussi des ouvrages un peu plus scientifiques, comme ceux de Madame Blavatsky, par exemple, dont on a déjà parlé. La doctrine secrète. La doctrine secrète. Sur le plan religieux, ils vont se concentrer principalement sur la christologie, donc l'étude de qui est le Christ, de la nature du Christ, sur l'ascétisme, et aussi sur l'eschatologie. Donc l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des choses, de la mort, de l'apocalypse, de la fin. Marshall, lui aussi, lit d'autres auteurs, notamment Arthur C. Clarke, dont il est assez fan.
Ah, il est fan de science-fiction au milieu de tout ça. Exactement. Et finalement, vers le 19 juin, alors 1971 si je me trompe pas, vers le 71, 72, bon, bref, vers le 19 juin, Début des années 70. début des années 70, le 19 juin, ils tombent plus ou moins d'accord sur les bases de ce qu'ils arrivent à comprendre ensemble. Mhm. Au vu de leur esprit incroyable, ils ont forcément été choisis par Dieu pour accomplir une prophétie biblique. Logique. Ça, c'est normal. Bon, laquelle ils ne sont pas encore sûrs, parce que parfois, ils sentent un peu Marshall comme la réincarnation texane de Jésus. Parfois, ils sont un peu comme les deux témoins de Dieu du livre des Révélations. Alors, pour ceux qui il faut rafraîchir un petit peu Voilà, pour cela, la dis-nous. bibliologie, enfin bref, l'étude de la Bible. Dans le livre des Révélations, à un moment, Dieu désigne deux témoins qui reçoivent un peu l'autorité pour interpréter les prophéties. Ok. Et Donc, ils se voient un peu comme ça. c'est qui les deux mecs? Alors, ils sont pas vraiment nommés. Je crois que il y a un peu un débat théologique sur qui ils sont. Ah ouais, d'accord. C'est juste, bon, bah alors toi et toi, vous allez dire quelles prophéties sont bonnes ou pas. C'est ça. Mais dans les temps bibliques. Bah oui, oui, oui. Et puis, bon, eux, ils se disent, c'est peut-être ça notre job, en fait. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine. Pour eux, c'est que ils vont être tués, mais ils ressusciteront. Et à ce moment-là, ils pourront, aux yeux de tous, embarquer sur un vaisseau spatial. Ok. Donc ils vont être ressuscités, ils vont pas être réincarnés, ils vont vraiment être ressuscités. Ouais, c'est ça. Dans leur enveloppe corporelle. D'accord. Et à ce moment-là, donc, ils deviennent les deux. Voilà, et puis vaisseau spatial. Les UFO2, les deux de l'OVNI. Ok. Ok. Mais- Logique. Logique. Jusque-là, moi, tu vois. Jusque-là, tout se tient. Ouais. Ils se voient beaucoup, quand même. Et même s'ils jurent que la relation est platonique, le mariage de Bonnie va pas y survivre. Ah ouais, non, mais ça, c'est les gens qui connaissent pas. Donc, Qui ont pas son mari la quitte au Nouvel An 73 Mhm. et elle va perdre la garde de ses enfants. C'est un juge qui n'a pas compris C'est ça. la connexion Et je spirituelle. sais même pas, lui, quelle autorité il a. Parce que... D'ailleurs, qui est-ce qui l'a nommé juge? C'est Ouais. Dieu ou pas? Bon. Et donc, ils vont ils vont habiter ensemble, du coup, les deux, et ils vont ouvrir une bibliothèque qui est baptisée le Christian Arts Center. Ok. Ils ouvrent la bibliothèque, ils vont lancer un petit business à côté de leçons de mysticisme et de théosophie, des cours particuliers. C'est toujours bien, parce que c'est quand même dur, les examens de théosophie. Et de... C'est ça. Donc c'est bien, c'est un tuteur. Bon, ça va pas durer très longtemps, et dès février 73, ils partent sur les routes, donc un mois plus tard, hein, ils partent sur les routes pour prêcher leur vision du monde. Et trouver un vaisseau spatial. Et trouver un vaisseau spatial. Mais ça, Non, ils ont confiance. ils ont confiance, ça va Ok. arriver. Bon, leur message est simple, hein, comme ça, et plutôt convaincant. Et c'est pour ça que c'est étonnant que les débuts soient difficiles. Mhm. Effectivement. Ils vivent un peu la vie de bohème en faisant par-ci par-là des petits boulots, ou même souvent en vendant leur sang. Alors, pour les banques du sang, je suppose. Oui, oui. Voilà. Enfin, surtout pour de l'argent, hein. Ouais, c'est un peu des hippies, quoi, finalement. Oui, c'est un peu des hippies cosmiques, mais ils n'ont pas franchement de succès. Et finalement, si on peut croire que l'herbe spirituelle est plus verte ailleurs, Mhm. il faut bien concéder, en regardant leur histoire, qu'on peut être prophète en son pays. Parce qu'au cours de leur voyage, ils continuent à correspondre avec une amie à eux qui est restée à Houston et qui va devenir leur première adepte. Ben, écoute. Quand ils vont aller la retrouver, donc elle s'appelle Sharon Morgan, ils la retrouvent en mai 74, elle abandonne ses enfants pour les rejoindre, Ah ouais. mais elle va rester qu'un mois. Ah, Bon, il y aurait eu un petit problème de fraude à la carte de crédit, les deux ayant utilisé la carte de crédit de Sharon. Elle dit oui, j'étais au courant, il n'y a pas de problème, les poursuites s'arrêtent là. Mais la police ayant un peu mis le nez, là encore un nez un peu vicieux, hein, Bien sûr. Et puis. dans les affaires de Marshall et Bonnie, ils vont se rendre compte que la voiture que Marshall conduit, c'est une voiture de location qu'il n'a jamais rendue.
Non, mais c'est parce que c'est Jésus qui paye les traites. Bon, voilà, des Mais problèmes. c'est ce qu'il dit. Il dit c'est normal, j'ai reçu l'autorisation divine pour la garder. Parce que Dieu s'intéresse à ma voiture. La police luciférienne ne se montre pas compréhensive et il va quand même faire 6 mois de tôle. Ah, oui, bah, Mais ces 6 mois de tôle, Marshall va les mettre à profit. Hein. Comme l'histoire nous a prouvé que les meilleurs bouquins sont écrits en prison. bien sûr. Alors lui, il va pas écrire, mais il va penser. Et il va affiner sa doctrine un peu pour la débarrasser de certains de ses oripeaux occultes. On va un peu quitter la théosophie, on va un peu quitter ça. Et maintenant, c'est vrai, l'idée, elle est vraiment claire. C'est on relie la Bible à la sauce Star Trek. Parce qu'il est aussi très fan de Star Trek. Il y en a. Voilà, le principe de base, c'est qu'il faut se rendre compte que la Terre va bientôt être recyclée. Oui, bon, je sais, c'est le début du guide du routard galactique. Un peu, ouais. Mais là, on est quelques années avant. D'accord. Bref, pour éviter d'être recyclé en même temps que la Terre, il va falloir atteindre le niveau supérieur, the next level, comme ils disent, qui va être une sorte de paradis où on est emmené par un vaisseau extraterrestre. Une fois que notre corps et nos esprits auront été modifiés par l'évolution vers le next level. Le corps, d'ailleurs, il doit être considéré surtout comme un véhicule. Donc le corps, c'est un véhicule qui est nécessaire au voyage, mais on ne doit pas le considérer comme plus que ça. Le corps, c'est pas important. D'accord. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il puisse nous véhiculer jusqu'au vaisseau spatial. Donc, grâce à Dieu, qui n'est autre, on le voit bien dans la Bible, qu'un extraterrestre incroyablement évolué, Bien sûr. ils atteindront donc l'étape évolutive au-dessus de l'humain. En anglais, c'est le Tela. Mais ça ressemble un petit peu à la théorie des races racines de Blavatsky. Et il y a un peu de ça, mais revu en mode en mode voyage spatial. Et une fois qu'ils auront atteint cette étape, ils pourront passer leur vie en pleine extase, débarrassés complètement de ce qui fait de nous les mammifères, à savoir la nourriture, le sexe et la mort. Voilà, bien sûr. Ça fait devenir des bodhisattvas, quoi, finalement. C'est ça. C'est très bien. Donc, pour atteindre ce niveau, on comprend qu'il va falloir se séparer de tout ce qui t'attache à la Terre. Et le donner à Marshall. Donc, les amis, les familles, les possessions, le boulot et mais aussi la sexualité. Ah, oui. Puisque Oui, logique. c'est un peu problématique. À partir de 1975, les choses vont commencer un peu à s'accélérer. Et nos deux amis, qui se font maintenant appeler Beau et Pipe, voilà, Ok. ils vont commencer à recruter leur équipage. Bien sûr. L'équipage Du vaisseau. du vaisseau, exactement. Donc ils vont organiser des réunions où ils se présentent enfin véritablement comme eux-mêmes, comme les représentants donc, des peuples extraterrestres qu'ils sont, Bien sûr. puisqu'ils leur parlent aussi. Mais Jésus aussi était un peu extraterrestre. Les anges, finalement. Oui, Jésus était extraterrestre. Enfin, on reviendra un peu sur Jésus, Ah bon, parce que la vision de Jésus va un peu évoluer au fur et à mesure du temps, mais globalement, il faut retenir que Jésus, c'est un extraterrestre. que tout le monde est des extraterrestres, quoi, plus ou moins. Non, mais Enfin, tous les... les grands prophètes, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, Jésus, c'est un extraterrestre, ça c'est assez sûr. Et Dieu aussi, d'ailleurs. Mais donc, ils disent, nous, on est des représentants de Jésus et des extraterrestres par la même occasion. D'ailleurs, il n'y a que nous à qui ils parlent. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas C'est des les autres, charlatans. c'est des charlatans. Et on cherche des volontaires pour une expérience. Pour une expérience avec les extraterrestres. Et en fait, ils arrivent apparemment à présenter ça de façon hyper charismatique, presque convaincante. Au point que en 75, ils vont aller dans une petite ville de l'Oregon. Non, en 75, ils vont d'abord raconter leur histoire à un groupe métaphysique, Mhm. une convention où ils sont 80, et il y a une vingtaine de personnes qui vont les rejoindre. 1 sur 4, c'est pas mal. C'est pas mal comme temps de conversion. Et ensuite, ils vont attirer un peu l'attention des médias à ce moment-là, qui vont les regarder prêcher d'un œil amusé dans l'Oregon. Ils vont faire les gros titres, les moqueries des profanes, hein, Bien sûr, toujours. toujours. Mais quand la ville se réveille le lendemain, une trentaine de personnes ont disparu. Ok. Bon, ils vont... Bo et Pipe vont devenir Do et Ti. Ah, parce que Voilà, en référence à la mélodie du bonheur, le film. le film. Parce que la musique, parce que... Parce que pourquoi pas, je veux dire. Bon, on en est. Allez, Doeti. Et les deux vont emmener donc leur petite communauté de croyants, leur équipage, l'équipage du futur, donc ils vont les emmener un peu sur les routes. Donc là, ils sont dans une cinquantaine quand même Ouais. avec eux. Donc le credo va encore un peu évoluer.
notamment le nom qu'ils se donnent et leur façon de recruter. Donc ça va varier un peu. Le nom va se fixer finalement sur les portes du paradis. Oui, tout à fait. Et la façon de recruter va changer. Parfois, ils vont beaucoup insister sur la notion de divinité. Parfois, ils vont plutôt parler de pratiques de méditation thérapeutique en fonction de l'ère du temps. Ils vont même Faut s'adapter à son public aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont même adopter le remède scientifique d'un grand professeur de l'époque qu'on appelle la Master Cleanse, donc la purge maîtresse. Donc, pour vous à la maison, la recette, c'est de la limonade, du sirop d'érable et du poivre de Cayenne. Mais beaucoup de poivre de Cayenne, histoire que... Eux, ils ne se nourrissent que de ça pendant 3 mois. Alors moi, tu dois maigrir. Enfin, quoique... Limonade et sirop d'érable, c'est beaucoup de sucre, quoi. c'est quand même beaucoup de sucre. Le petit groupe, donc environ 70 personnes, vont se mettre à parcourir les États-Unis en vivant dans des tentes. Ils se baladent, quoi. Ouais, très bien. En juin 76, ils sont dans le Wyoming. Ils vont vers le Wyoming pour assister à l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre. Ah, parce qu'ils ont eu un... Ouais, ils ont eu un ping. Mais heureusement, T, donc Bonnie, va pouvoir les prévenir assez tôt que la visite est annulée. Ce qui évite la déception du groupe. Oui, c'est Et mieux. d'attendre pour rien. Les extraterrestres sont des gens assez courtois, polis. Et quand ils peuvent pas venir, ils préviennent en avance. C'est bien, c'est bien. Ça envoie un texto. Les 3 années qui suivent, ils vont se passer sur des campements entre les Rocheuses et le Texas. Et c'est à ce moment-là que la communauté va commencer à se structurer de façon un peu plus rigide. C'est-à-dire que Do et Ti, finalement, vont communiquer de moins en moins directement avec le groupe. Ils vont de plus en plus passer soit par l'écrit, soit par leurs assistants. Parce que maintenant, ils ont des assistants. Bon, bien entendu, toute forme de relation sexuelle ou l'usage de toute drogue est interdit. Ce qui en fait un groupe un peu particulier dans cette époque de partous cosmique. Ouais, puis c'est pas hyper attirant, en fait. Enfin, si t'es en quête de pureté psychique, mais bon. Il faut s'arracher à toutes les distractions terrestres. Oui, mais s'arracher la tête, c'est bien aussi, quoi. Bon. Plus généralement, en fait, le couple va demander à tout le monde de se focaliser sur soi-même et donc de réduire les échanges entre individus, les relations entre individus au minimum. Ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment la teuf, quoi, leur truc. Ah oui, c'est la teuf. Et encore, là, ils n'ont pas encore les coupes au vol et les uniformes. Ah, continue. On rentre à ce moment-là dans une ère un peu différente du mouvement. Hein. L'emprise des deux messies va devenir de plus en plus forte. Parce qu'ils insistent beaucoup sur le besoin de flexibilité de leurs adeptes. Parce qu'ils ont quand même quelques zigzags idéologiques, quand même. Donc, et en même temps qu'ils demandent cette flexibilité pour s'adapter au changement de la doctrine, la demande d'obéissance va se faire de plus en plus forte. Oui, mais jusque-là... Mais bien entendu, en façade, tout le monde est libre. Et Applewhite va insister beaucoup là-dessus. Lui, il se voit vraiment comme un père aimant qui donne des conseils à ses enfants, plutôt que comme un tyran dictatorial. Et quand tu lis des interviews d'anciens adeptes, ils disent vraiment c'est comme ça qu'on le voyait. On s'est jamais senti forcé de quoi que ce soit. Juste, il nous disait voilà, moi je ferais ça. Moi, je ferais ça. Si tu le fais pas, tout le monde va te regarder bizarrement, quoi. T'as même pas besoin de dire. Oui, oui, oui. Non, Voilà, t'as pas besoin de le dire, mais tu le sous-entends. C'est la pression sociale. Enfin, c'est la ouais, pression du groupe qui fait que... c'est la pression du groupe, la pression de l'autorité aussi qu'il a sur eux, mais il se comporte pas comme un tyran. Enfin, pas trop. C'est l'avantage quand t'es prophète, quoi. C'est ça. C'est que t'as pas besoin de taper sur des types ou de faire des exécutions arbitraires. Exactement, c'est l'autre façon. Il va créer des rituels assez aléatoires. De temps en temps, il dit tiens, maintenant on va faire un rituel. Notamment, il y a un rituel qui consiste à se recueillir religieusement, tous ensemble, devant Star Trek. Et donc, à l'annulation de la série, bon, bah alors, maintenant on va faire ça devant Starkey Hutch. C'est presque c'est pas le même pareil. délire, mais devant Alf. Les adeptes vont changer de nom aussi. Donc, ils doivent choisir un nom à 3 lettres. Ça limite le nombre d'adeptes possible. On ajoute le suffixe ODY. Ok. Qui souligne leur statut d'enfant dans la quête du next level.
À la fin des années 70, ils vont toucher quelques dons et des héritages aussi. Mmh. Et le groupe va avoir suffisamment d'argent pour louer une maison d'abord à Denver, puis à Dallas. Bon, là, ils sont une quarantaine. Ah oui, ils ont pas grandi beaucoup quand même. Non. Mais c'est aussi une volonté, parce qu'ils commencent à se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que tout le monde se barre? À un moment, ils ont un peu peur des gens qui viendraient de l'extérieur et qui foutraient le bordel dans la communauté. Ou qui viennent leur piquer leur idée pour Et, monter et donc, ils sont une quarantaine, ils vivent sur 2-3 maisons, dont une pour Doherty. Mmh. Ah oui, donc les autres, ils sont 38 dans 2 maisons, quoi. C'est ça, ils ont acheté leur petit village dans le Perche. Voilà. Et à ce moment-là, la vie est entièrement réglée par nos 2 savants, Mais ça mais à la minute près. ah! Bah, il faut être Avec précis. une organisation quasi militaire. Et un exemple souvent cité de ce truc-là, c'est la théorie de la duplication. C'est-à-dire que d'après T qui parle à Do, donc Bonnie, c'est un peu la voix. Si tu veux, Bonnie, c'est un peu Dieu Mmh. et Do, c'est un peu Jésus, quoi. Ouais, ouais. Et donc, d'après eux, chaque objet sur Terre doit avoir un double. OK. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas faire des pancakes, et je ne sais pas pourquoi c'est l'exemple qui revient partout dans tous les articles, l'exemple des pancakes, mais quand tu vas faire des pancakes, tu peux pas te permettre que tes pancakes soient uniques. OK. Sinon, ça marche pas. Bah oui, sinon tu risques Donc, de il faut que tu suives une recette hyper précise pour faire des pancakes qui soient duplicables. OK. Pour éviter qu'il y ait des problèmes cosmiques, j'imagine. Des problèmes métaphysiques, je sais pas. Mais si tu veux, ça t'enferme quand même dans un... Mais alors qu'est-ce qui se passe? Tu en as un qui brûle et tout, le mec il se fait Je pense pas qu'ils aient des vrais... Il n'y a pas de châtiment. mmh. Mais je pense que c'est surtout un système d'emprise mentale Ouais, ouais, ouais. qui fait que tu règles la vie de tout le monde, à un certain moment, en fait, ils vont leur dire tiens, il y a un vaisseau spatial qui arrive, il faut qu'on l'attende dehors. Et les fidèles vont passer la nuit dehors, et à la fin, ils vont dire non, c'était un test. Bah, comme ça, au moins, s'il était vraiment arrivé, OK, cool, sinon, Et c'était prévu comme un test. Et donc, en fait, ils commencent vraiment à asseoir leur emprise sur le groupe. Vers le début des années 80, les règles vont un peu s'assouplir. Ils sont maintenant 80 oui, adeptes. Donc les règles vont s'assouplir un peu, par exemple en permettant des visites courtes ou des coups de fil de temps en temps à la famille. Mmh. Ce qui a l'avantage de rassurer un peu tout le monde. Les familles se disent oh, mais tout va bien, Ouais, je l'ai vu et puis d'éviter d'avoir les flics sur le dos peut-être, je suppose? un petit peu. Oui. Bref, tout va bien. Tout se passe très bien. On prépare le recyclage de la Terre. Bien sûr, et puis l'arrivée du vaisseau spatial. Exactement. Le premier hic de cette histoire, c'est 1985. À ce moment-là, ils vont se trouver face à une apparente contradiction. C'est-à-dire que, alors que le corps de T, donc de Bonnie, était censé servir de véhicule pour son passage vers l'étape suivante, voilà que son esprit réussit tout seul à se libérer et à éteindre cet état. Son esprit réussit à se libérer de son corps. Certaines mauvaises langues disent que depuis qu'on lui a retiré un œil 2 ans plus tôt et qu'elle lui a diagnostiqué un cancer, elle n'était plus tout à fait la même. Mais c'est des mauvaises langues qui ne Mais comprennent rien. Do va permettre à faire comprendre que en fait, la force de son esprit était telle qu'elle a réussi à migrer toute seule vers un vaisseau spatial qui passait par là, Mmh. sans avoir besoin de véhicule. Mmh. Donc quand il explique ça, il y a un adepte qui quitte le groupe. Seulement un. Seulement un. Parce qu'on est d'accord qu'elle est morte en fait là. C'est Enfin, une, son c'est une corps vision matérialiste des choses. son corps a entamé le processus de recyclage, Exactement. par les vers, ouais. Il y en a qu'un seul, OK. C'est parce que cela dit, tu vois, tu le type, il écoute tout ça, il se tourne vers ses potes et tout, il fait: «Mais c'est un gros ramassis de conneries cette histoire! Allez, je me casse, salut!» Ça va pousser la doctrine à évoluer. Ben oui. Parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait quitter son corps comme ça. Et donc, ils vont concevoir cette ascension vers le paradis de façon maintenant plus spirituelle, Mmh. en laissant sur place leur véhicule corporel, parce qu'ils se disent de toute façon, une fois sur le vaisseau spatial, je vais en retrouver un autre qui sera plus évolué. Et en fait, ça me permettra de rentrer dans un autre corps qui va me permettre de devenir une sorte de missionnaire galactique. Mmh. Et je vais comme ça pouvoir aller sur d'autres planètes pour les aider à évoluer. C'est altruiste. C'est ce qu'a fait Jésus.
Bah oui, voilà. D'accord, Jésus, je et comprends mieux. il vient à la base d'une autre planète, hop, il est arrivé dans un nouveau corps qui a évolué, et là, il s'est dit: «Bon, il faut que j'aille aider une planète, tiens, je vais aller sur Terre». Mais sur Terre, du coup, il a récupéré un corps, sous-évolué parce que le sauf c'est dire que le corps de Jésus est Bah, le corps de Jésus était un corps extraterrestre, évolué. Bah, comment tu veux marcher sur l'eau sinon? c'est pas faux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il était quand My même bad. super fort. Ouais, ouais, ouais. Ça cristallise un peu le Jésus extraterrestre, Ça fait un peu Marvel quand même, tu vois? il y a un petit côté un petit côté Ou, Marvel. les lanternes vertes là, Green Oui. Lantern. À ce moment-là, Do devient de plus en plus parano, et il est en fait persuadé que lui et ses adeptes vont être persécutés comme les chrétiens l'ont été à l'époque, puisque lui étant la voix des extraterrestres, comme Jésus, il risque d'y passer, et son discours va de plus en plus évoluer vers l'apocalypse et le recyclage de la Terre. Mmh. Ce qui est toujours bon signe pour un leader spirituel. Toujours, toujours. Il va insister de plus en plus sur le fait que Lucifer a inspiré le mal dans l'esprit des humains, Il a pas de bol Lucifer quand même, hein, il en qui est prend un plein autre la gueule. extraterrestre. Ah, bah oui, logique. Ouais, il y a une sorte de guerre extraterrestre. Et notamment, C'est Lucifer les a inspiré aux gens des pulsions sexuelles qu'il faut combattre à tout prix. bien sûr, bien sûr. Mais sinon ça fait un peu Transformers quoi, aussi. Aussi. OK. Non, c'est pour suivre. Je j'ai besoin d'exemples, Bon, le groupe va du coup se cacher pendant plus ou moins une décennie. ah oui quand même. On va arriver au début des années 90, où là, le groupe est en train un peu de péricliter. Ils sont plus qu'une petite vingtaine. Et Applewhite se dit, bon, là, il faut que je remette un coup, il faut repartir en quête de nouveaux mondes. Et il va se tourner vers le médium de choix en 1992 pour attirer un maximum de monde. Internet. J'osais pas le dire. 92, putain, c'est un pionnier en fait. C'est un pionnier d'Internet, à tel point que la secte, en fait, va gagner un peu d'argent. La secte, Pardon. l'organisation va gagner un peu d'argent, enfin même pas mal d'argent, en créant des sites Internet pour d'autres entreprises. C'est la Poste en fait. Il va enregistrer une douzaine de vidéos qu'il va poster sur son site. C'est un précurseur de YouTube aussi. Exactement. Il va aussi dépenser 30 000 dollars pour faire une publication dans le USA Today. Et en fait, ça marche en partie. Ça va faire revenir en fait d'anciens membres qui reviennent, une vingtaine là aussi. Ça, c'est le revers sympa de la médaille. Ouais, d'anciens membres qui se sont rendus compte que c'était des conneries et quand ils ont vu la pub dans USA Today pour les sites internet faits par le type, on dit ah bah oui. Bah, oui. C'est vrai que maintenant tout fait sens. Ça, c'est le côté pile de la médaille extraterrestre. Le côté face, c'est que bah, il s'adresse quand même beaucoup au grand public maintenant, Mhm. et que il doit faire face à certaines critiques et moqueries d'un public qui ne le comprend pas. Les trolls. Et ça va un peu le décevoir. On peut le voir dans certaines vidéos. Et c'est là qu'il va commencer à parler d'un autre moyen pour atteindre le next level qu'il n'avait jamais vraiment discuté avant, le suicide. Mm. Bien sûr. Fallait bien que ça arrive là, à un moment donné. Bon, heureusement, il va trouver un moyen d'avancer dans sa quête spirituelle. Parce que, certes, les uniformes unisexes et les coupes au bol réglementaires pour tout le monde, ça permet d'éviter une partie des pulsions. Mhm. Mais Lucifer étant malin, il en reste quelques-unes. Jusqu'à ce que l'illumination vienne à Applewhite. On va commencer par expérimenter sur un adepte chanceux qui vont, lors d'un rituel, libérer de son fardeau. Enfin, de 2 fardeaux, en fait. Et vous le castrez. Et ça se passe pas très bien. Ouais, bah c'est un peu. Apparemment, puisque l'adepte en question va terminer à l'hôpital. Oui, bah oui, oui, oui. Et les 2 responsables abandonnés dans la nature pour, Et- pour pas laisser de preuves. Ah, d'accord. Quand tu dis les deux responsables, c'est les deux victimes. Les 2 séparés. Finalement, ils vont quand même se dire c'est une bonne idée, mais il faut qu'on fasse faire ça par un professionnel. Donc, ils vont chercher un médecin. Et ils seront 8 hommes du groupe en tout à avoir recours à la castration. Et bien évidemment, Applewhite en fait partie. Ah ouais, d'accord. Mais ils enlèvent que les bourses, pas le. Oui. D'accord. Mais attends, il a quel âge là maintenant 60 quelques années là. Là, on est en 95, donc il a 64 ans. C'est un changement de vie. 64 ans, pourquoi pas. En 96, le groupe va louer un manoir à Santa Fe, en Californie. En octobre, Applewhite va envoyer aux habitants de la Terre 2 derniers messages
qui les enjoint à profiter de cette dernière chance pour quitter la Terre. Mhm. Et c'est au même moment qu'il va apprendre le passage imminent de la comète de Hale-Bopp. Et là, tout s'éclaircit. Attends, elle existe vraiment, la colonne de Oui. Ah bon. J'ai cru que c'était genre... Non, Bon, allez, ça va trop se voir. la comète va frôler la Terre, va passer pas très loin. Un peu comme la comète de Halley, hein, c'est un peu le même principe. Mais là, tout s'éclaircit. En fait, dans le sillage de la comète, Bonnie va passer avec un vaisseau spatial et ce serait trop con de rater le rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Donc, le 21 mars 97, le petit groupe va s'offrir une sortie au restaurant où ils peuvent profiter d'un repas tous identiques. Parce que sinon, Il le faut trop de pas choix, le- tu le choix. Hein, une salade, de la dinde et un cheesecake. quand même. Avec un peu d'ice tea. Bon. Mais pas de poivre. Parce que... Ah si, du poivre de Cayenne avec de la limonade. Et ils vont rentrer et ils vont se préparer en enfilant tous un costume noir. Donc une chemise et un pantalon de jogging noir. Sur lequel ils ont cousu un patch qui montre qu'ils font partie de la Away Team. Donc l'équipe d'exploration. Bien sûr. Une référence directe à Star Trek. Ah ouais. Oui, parce que quand les gens partent de l'Enterprise, je crois qu'ils ont un patch Away Team. Ah, alors, je suis pas très versé en Star Trek. Ils vont chacun mettre dans leur poche $5 3 quarts. Et par groupe de 8, ils vont ingurgiter des barbituriques qui vont descendre à la vodka et se nouer un sac plastique sur la tête. Oui. Voilà, les survivants, Ah, quand même, il y en a. ils font ça par groupe de 8, en fait. Ah oui, oui, oui. Ils font ça par groupe de 8, donc les survivants vont dénouer les sacs, ils vont les placer sur leur lit avec un linge pourpre sur le visage avant que ce soit leur tour. Mhm. Donc ça va prendre 3 jours. Oh la vache, ok. 3 jours pour que 39 personnes puissent mourir. On en retrouvera 2, je crois, avec le sac plastique sur la tête. Les 2 derniers qui sont... Bah genre, voilà, les 2 derniers pour qui il n'y avait plus personne. Apparemment, les Nike qui portaient à ce moment-là, blanche et noir, vont avoir un petit statut un peu iconique pendant quelques jours quand les images vont passer à la télé. Donc les Nike qu'ils avaient choisi parce qu'apparemment ils avaient un bon prix. Bah écoute. Mais pas avant que les cassettes qui contiennent le dernier message de Do soient envoyées à plusieurs médias et que en fait un ancien adepte se dise « Oh, c'est la merde, ça sent pas bon, c'est lui qui va prévenir la police, qui va découvrir les corps ». Au moins 3 anciens membres se suicideront dans le mois. Ah la vache. Pour essayer de récupérer le vaisseau ou... Ouais. Ce qui est un peu... Alors, je sais pas si c'est flippant ou si c'est étrange, mais le site internet evansgate.com existe toujours. Il est resté dans toute sa fraîcheur virginale de 1997. Et les vidéos, du coup, du gourou sont toujours accessibles. Ah. C'est un peu creepy. On le voit parler de façon un peu hallucinée. C'est les aliens Jésus qui savent nous dire quoi faire. Et en fait, à toutes les époques, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler aux aliens, comme Jésus le faisait à l'époque. Parce que les aliens, c'est Dieu aussi. Et là, maintenant, c'est moi. Donc, il faut m'écouter. Et alors, pourquoi $5 3 quarts dans leur poche? Alors, je crois qu'il y a un truc, c'est pour payer les frais de nettoyage, je crois, ou un truc comme ça. Et les 3 quarts, c'est pour pouvoir utiliser une machine, enfin, une cabine téléphonique pour appeler les proches, je crois. Ok, c'est bien, Marc. Ils ont au moins pensé à ça. Voilà, donc au départ, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, un gourou qui profite pas de son statut pour juste faire du sexe avec tout le monde. Mhm. Bon. Ou récupérer plein de fric. Ou récupérer plein de fric. Lui, au moins, il a été au bout de ses idées. C'est pas faux. C'est un peu trop loin. mais un peu trop loin. C'est marrant parce que il y a un épisode des Simpsons où la famille Simpson se retrouve dans une secte comme ça. C'est un peu la mère de toutes les sectes, quoi. Même le sketch des inconnus sur la secte, ça ressemble un petit peu à ça, quand même. C'est un peu l'exemple iconique de la secte extraterrestre. Ouais, Raël, c'est la même chose. Ouais, Enfin, Raël, sauf c'est que à peu lui, près. Ouais, voilà. Sauf que lui, il se fait payer des bagnoles. Et là, Marshall, c'est juste un mec qui était torturé par sa sexualité. Et qui du coup, elle dit bah non, on arrête. non, tout. on arrête tout, je me fais castrer. Il y a aussi une référence à eux dans un grand film. Je sais pas si tu as vu Mec, elle est où ma caisse? Oui. Alors, j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'était il y a longtemps et j'étais peut-être un
pas dans un état tout à fait normal, Et mais bah, apparemment, la secte extraterrestre de Mekele Makes, c'est une référence directe à Heaven's Gate. ok. Alors, je ne le re-regarderai pas parce que j'en ai. Bon, je me souviens quand même que c'était nul. Ah, moi j'en ai pas un souvenir. Mais pareil, comme c'était il y a 20 ans. Oui, ouais. Enfin, c'était nul. Oui, à l'époque, ça me fait rire, mais pas le genre de film que tu regardes plusieurs fois, Ouais, quoi. mais j'avoue qu'en le regardant, je m'attendais pas à l'arrivée des extraterrestres. Moi non plus. C'était une bonne surprise. Et donc voilà, le Marshall Applewhite, le Jésus des temps modernes. Le Jésus texan. Exactement. Écoute, c'est pas mal. J'ai eu peur à un moment donné que ça dérive vers des trucs où il y a beaucoup plus de morts que ça. Non, bah il y en a eu que 39. C'est C'est le. moins que Jim Jones. Ouais. Bah Jim Jones, c'est plutôt 900. Ouais. Oui, donc finalement, bon. Mais c'est le deuxième plus grand suicide Ah ouais? collectif qui implique des Américains. Ah oui, parce qu'il y a nous en France, on a le Temple solaire, Ah, quoi. mais le Temple solaire, ils étaient 10, je crois. Ah ouais? Ils étaient pas aussi nombreux. Mais le Temple solaire, c'est à peu près au même moment que Heaven's Gate, d'ailleurs. Il y a l'air d'avoir un truc dans les années 70 quand même, d'une mode, des espèces de communautés cheloues qui dérivent après, enfin Ouais, qui s'enfoncent dans des choses bizarres après dans les années ouais, qui 80-90. périclite pendant 20 ans Ouais. à 10. Et bien, Mais on a appris plein de trucs. on a appris énormément de choses. On verra plus civilisation de la même façon. Non, mais il ne faut pas retomber dans Civilisation. Je ne retoucherai pas à Civilisation. Bah, si tu veux te distraire de la tentation civilisation, alors plutôt que la castration, moi, je te propose d'écouter les autres podcasts du label Podcast, Je vais faire ça. de Oui. discuter avec les gens sur le Discord du label Podcast, de lire les articles Patreon qui sont accessibles à tous ceux qui nous soutiennent et qui soutiennent le label. Mhm. N'hésitez pas à venir nous parler, à faire la pub de ce podcast, à envoyer des étoiles, des commentaires, tout ce que vous voulez. Continuez à apprendre plein de choses et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.